Un matin d'août 1919, alors âgé de 17 ans, celui qui deviendra plus tard le grand pionnier de l'hypnose et l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, se réveilla en découvrant que certaines parties de son corps étaient paralysées. Au cours des jours suivants, Milton Erickson vit la paralysie s'étendre. On lui diagnostiqua bientôt la polio, une maladie presque épidémique à l'époque. Allongé sur son lit, il entendit sa mère discuter de son cas dans une autre pièce avec 2 spécialistes appelés pour l'occasion. Croyant que le jeune Erickson était endormi, l'un des médecins dit à sa mère « Votre fils sera mort d'ici demain ». Sa mère entra dans sa chambre en essayant de dissimuler son chagrin, loin de penser que son fils avait entendu la conversation. Erickson lui demanda plusieurs fois de déplacer la commode près de son lit. « Oui, là. Non, un peu plus loin. » La maman se dit qu'il était en train de délirer, mais pas du tout. En fait, l'adolescent cherchait à la détourner de son angoisse et voulait que le miroir sur la commode soit positionné juste comme il faut pour lui permettre, s'il commençait à perdre conscience, de concentrer son attention sur le coucher de soleil qui se reflétait dedans et de fixer l'image aussi longtemps que possible. Le soleil revenait tous les jours. Peut-être que lui aussi reviendrait le lendemain et donnerait tort au médecin. En quelques heures, il tomba dans le coma. L'adolescent reprit conscience 3 jours plus tard. D'une certaine manière, il avait trompé la mort. Mais maintenant, la paralysie avait gagné tout son corps. Même ses lèvres étaient paralysées. Il ne pouvait faire le moindre geste, le moindre mouvement, ni communiquer avec ses proches. La seule partie du corps qu'il pouvait bouger était ses globes oculaires, ce qui lui permettait de balayer du regard l'espace étroit de sa chambre. Mis en quarantaine dans la maison d'une ferme du Wisconsin, l'état rural où il avait grandi, il avait pour seule compagnie ses 7 sœurs, son frère, ses parents et une garde malade. Pour quelqu'un au mental si actif, l'ennui qu'il éprouvait était atroce. Mais un jour qu'il écoutait ses sœurs parler entre elles, il prit conscience de quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Lorsqu'elles parlaient, leur visage faisait toutes sortes de mimiques et le ton de leur voix semblait animé d'une vie propre. L'une des sœurs disait à sa voisine « Oui, c'est une bonne idée ». Mais le ton de sa voix était si monotone et le rictus sur son visage si manifeste qu'elle semblait dire en réalité « Je ne pense absolument pas que ce soit une bonne idée ». Un oui pouvait vouloir dire non. Désormais, il prêta attention à ce genre de choses. C'était un jeu stimulant. Le lendemain, il compta 16 formes de noms différentes, exprimées verbalement et signalant différents degrés de refus, toutes accompagnées de différentes expressions faciales. À un moment donné, il remarqua l'une de ses sœurs dire oui à quelque chose alors qu'elle hochait la tête en signe de refus. C'était très subtil, mais il le vit. Si les gens disaient oui alors qu'ils pensaient non, cela se voyait à leurs grimaces et à leur langage corporel. À une autre occasion, il vit une autre de ses sœurs offrir une pomme à l'une d'elles. Mais la tension de son visage et la raideur de ses bras indiquaient qu'elle se montrait juste polie et souhaitait, en réalité, garder la pomme pour elle. L'autre n'avait pas déchiffré le message, alors que pour lui, c'était évident. Incapable de participer aux conversations de ses proches, il concentrait totalement son esprit sur l'observation des gestes des mains, des mouvements, des sourcils et du ton de la voix, attentif à des bras qui se repliaient soudain en signe de fermeture. Il remarqua, par exemple, à quel point les veines du cou de ses sœurs commençaient à gonfler lorsqu'elles étaient là, debout, à côté de lui, signe de la nervosité intérieure qu'elles éprouvaient en sa présence. Les variations de leur respiration lorsqu'elles parlaient le fascinaient, et il découvrit que certains rythmes révélaient l'ennui et étaient généralement suivis d'un bâillement. Les cheveux semblaient jouer un rôle important chez ses sœurs. Lorsqu'elles ramenaient intentionnellement quelques mèches en arrière, c'était un signe d'impatience. « J'en ai assez entendu, tais-toi maintenant ». Mais un geste plus rapide, plus inconscient,
pouvaient indiquer qu'elles étaient captivées et dans une écoute très attentive. Coincé dans son lit, Erickson développa une ouïe beaucoup plus fine. Il pouvait désormais saisir des conversations dans l'autre pièce, là où ses proches n'essayaient pas de faire comme si tout allait bien devant lui. Il ne tarda pas à observer un schéma particulier. Dans une conversation, les gens étaient rarement directs. L'une de ses sœurs pouvait tourner autour du pot pendant de longues minutes, procédant par sous-entendu pour exprimer aux autres ce qu'elle voulait vraiment. Par exemple, emprunter un vêtement ou entendre des excuses. Son désir caché était clairement manifesté par le ton de sa voix qui soulignait certains mots. Elle espérait que les autres comprennent ses allusions et lui donnent ce qu'elle voulait, mais souvent, ils ne captaient pas ces signaux, et elle était alors obligée de dire ouvertement ce qu'elle attendait d'eux. Toutes les conversations qu'Erickson entendait de loin s'inscrivaient dans ce schéma récurrent. Deviner le plus rapidement possible ce que sa sœur cherchait à exprimer devint vite un jeu pour lui. C'était comme si, dans sa paralysie, il avait soudain pris conscience d'un autre canal de communication humaine, d'un second langage à travers lequel les individus exprimaient quelque chose du plus profond d'eux-mêmes, parfois sans en être conscients. Et si lui, Erickson, parvenait à maîtriser les subtilités de ce langage, en quoi cela modifierait-il sa perception des autres ? Pourrait-il étendre ses facultés de décryptage aux gestes quasiment invisibles que les gens faisaient avec leurs lèvres, leur souffle, le degré de tension dans leurs mains ? Quelques mois plus tard, un jour qu'il était assis près d'une fenêtre dans un fauteuil inclinable que sa famille avait spécialement conçu pour lui, il écouta son frère et ses sœurs jouer dehors. Il avait retrouvé la possibilité de bouger ses lèvres et pouvait parler, mais son corps restait paralysé. Il voulait tellement aller jouer avec eux. Comme s'il oubliait momentanément sa paralysie dans sa tête, il se mit à se lever et pendant une fraction de seconde, il sentit une infime contraction musculaire dans sa jambe. C'était la première fois qu'il percevait un mouvement dans son corps. Les médecins avaient dit à sa mère qu'il ne remarcherait jamais, mais il s'était déjà trompé. Fort de cette légère contraction musculaire, il décida de tenter une expérience. Il se concentra entièrement sur l'un des muscles de sa jambe en se rappelant la sensation qu'il avait avant sa paralysie, en désirant intensément la mouvoir et en imaginant qu'elle fonctionnait à nouveau. Puis il demanda à sa garde-malade de lui masser cette zone. Il répéta régulièrement ce protocole. Et lentement, avec des hauts et des bas, il sentit le mouvement revenir dans le muscle de sa jambe. À travers ce processus incroyablement lent, il apprit par lui-même à se lever, puis à faire quelques pas, puis à marcher tout autour de sa chambre, puis à marcher dehors en augmentant peu à peu les distances parcourues. En utilisant sa volonté et son imagination, Erickson fut capable de modifier son état physique et de retrouver l'ensemble de ses capacités motrices. Il avait désormais la preuve que le corps et l'esprit marchent ensemble d'une manière dont nous n'avons guère conscience. Les individus auxquels nous avons affaire ont tendance à porter le masque qui les montre sous le jour le plus favorable, celui de l'humilité, de l'assurance et du zèle. Ils disent ce qu'il convient de dire, sourient et semblent intéressés par nos idées. Ils apprennent à dissimuler leurs insécurités intérieures et leurs sentiments d'envie. Si nous prenons leur apparence pour la réalité, nous ne connaîtrons jamais vraiment leurs véritables sentiments ou émotions, et un jour, nous serons très surpris par leur résistance soudaine, leur brusque hostilité à notre égard ou leur comportement manipulateur. Heureusement, le masque possède des failles. Les êtres humains laissent échapper leurs véritables sentiments et leurs désirs inconscients dans les signaux non-verbaux qu'ils ne peuvent pas totalement contrôler. Les expressions faciales, les inflexions de la voix, les tensions corporelles et les gestes nerveux involontaires. Vous devez maîtriser ce langage en vous transformant en décrypteur hors pair des hommes et des femmes de votre entourage. Fort de ce savoir, vous pouvez prendre les bonnes mesures de défense. Et inversement, puisque les autres vous jugent sur votre apparence, vous devez apprendre à leur montrer le meilleur visage
et à jouer votre rôle du mieux possible pour produire sur eux un effet optimal.